20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir à tous, bienvenue dans 20h l'invité, le dernier 20h l'invité de cette saison. D'ailleurs, nous y sommes et vous le voyez, nous sommes toujours tous chez nous pour respecter la distanciation sociale. Aujourd'hui, pour cette dernière, nous sommes avec David Cormand, eurodéputé et coprésident de la délégation Europe Écologie Les Verts au Parlement européen. Bonsoir David Cormand. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme de ce 20h l'invité à la maison, l'Europe forcément et surtout l'Union européenne. Plus de relocalisation au niveau européen. Est-ce que l'institution supportera la crise? On en parle avec vous, David Cormand. Juste avant, on s'arrêtera sur la Convention citoyenne pour le climat. Elle a rendu dimanche son rapport final. 149 mesures sont proposées, dont certaines font déjà débat. La crise du Covid-19 continue. De nouveaux clusters apparaissent en France. Les grands rassemblements, comme les manifestations ou la fête de la musique dimanche dernier, se multiplient. Sommes-nous trop confiants et est-ce que le déconfinement devrait être freiné? On se posera la question. Et puis le second tour des élections municipales, c'est dimanche, J-5. On discute des élections juste après avoir fait l'état du parti Europe Écologie Les Verts avec vous, David Cormand. Réagissez sur nos réseaux sociaux, posez vos questions à David Cormand. Pour ça, hashtag Fréquence ESJ sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. 20h l'invité jusqu'à 21h en direct avec David Cormand, c'est parti. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. David Cormand, avant d'en apprendre plus sur votre parcours, vous devez passer devant le physio de Fréquence ESJ. Si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est lui qui décide si vous allez pouvoir entrer et même participer à l'émission. David Cormand, je vous laisse donc entre les griffes de Flo le physio. Bonsoir, carte d'identité s'il vous plaît. Bah attends, pas besoin, t'es David Cormand. Je sais même que tu choses du 45,5. Bon, tu me reconnais pas? Théâtre de la Canaille. On jouait dans la même pièce. C'était En attendant Godot. Je jouais le rôle du Knouk. Mais peut-être que tu t'en souviens pas. J'étais tenu en laisse. Et toi qui étais à l'université de Rouen, licence d'histoire, tu dois jouer dans des pièces historiques maintenant. Arrête de faire ton modeste. Je sais que t'es un grand acteur. Je vais aller voir sur internet dans quoi tu joues maintenant. David Cormand. Hop, rechercher. Ça charge. Bah attends, t'es plus acteur? Toi, tu fais de la politique? Ça m'intéresse. Je descends encore. 45 ans. T'es député européen? Mais c'est ouf! Je vais regarder ce que t'as fait pour en arriver là. Closer. T'es paxé avec une militante écologiste, pas mal. T'étais animateur au ski. Alors là, c'est pas indiqué si t'étais bon ou pas. Histoire Magazine. T'es devenu vert en 99. Bon, ça, on s'en fout. 2016. T'es élu secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Le Monde. 2017, 2% aux élections législatives en Seine-Maritime. Ah, et sur jacquescheminade.com, il indique qu'il est jaloux de ton score, lui qui voulait coloniser Mars et qui est fan des petits hommes verts. Pas dégueu le parcours. Mais n'oublie jamais que toi, comme moi, on a été comédien. Et au théâtre, le vert, ça porte malheur. Bon, c'est pas tout ça, moi j'ai encore du taf. C'est bon Manon, David a mon feu vert, il peut entrer, mais pas plus d'1 heure. Merci Florian Michelin, David Cormand. Évidemment, vous êtes le bienvenu dans 20h l'invité. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce portrait? Mais c'est pas mal, c'est toujours particulier d'entendre parler de soi. Il n'y a pas forcément beaucoup habitude, mais c'est vrai que ça retrace un parcours qui, disons, dans le champ politique, n'est pas classique. Je ne dis pas qu'il est bien ou pas bien. En tout cas, il n'est pas ordinaire. J'ai fait une licence d'histoire avec beaucoup d'années de retard. On va y revenir, David Cormand, justement, sur votre parcours. Merci beaucoup. Merci encore, Florian Michelin. Et donc, dans quelques minutes, justement, on revient sur votre parcours politique. Mais avant ça, c'est le mot du jour. Un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui résume la grande actualité de ce mardi 23 juin. Et ce mot, c'est présidentiel. Bonsoir, Théo Grévin. Bonsoir Manon, bonsoir David Cormand. Il avait annoncé qu'il se retirait, finalement il ne renonce pas. Jean-Marie Bigard a relancé sa candidature à l'Élysée lors d'un spectacle samedi. Pour accompagner cette annonce, l'humoriste n'y est pas allé de main morte. Il a vivement critiqué des membres et des anciens membres du gouvernement, comme Agnès Buzyn, qui selon lui a du sang sur les mains. Comme dans un meeting, Jean-Marie Bigard s'est lancé dans l'énumération de quelques mesures qu'il prendrait, comme la baisse significative des dépenses alimentaires des ménages.
Alors, David Corman, Jean-Marie Bigard est-il un candidat crédible? Vous savez, dans l'histoire des élections présidentielles, il y a eu plusieurs fois des candidatures qui n'ont pas forcément d'ailleurs été au bout, de personnes voilà, un peu hors système, qui voulaient bousculer les choses. Je dois dire que, bon, évidemment, les plus jeunes ne s'en rappellent pas, mais que je trouvais plus amusante la candidature de Coluche que celle de Jean-Marie Bigard, parce qu'il y a dans sa façon de présenter les choses quelque chose de profondément malveillant par rapport à notre démocratie. Notre démocratie, elle a des défauts, il y a plein de choses à remettre en question, il y a des critiques qui sont nécessaires, mais voilà, moi je suis assez inquiet de cette espèce de pulsion dégagiste, brutale, malveillante, parce que je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on réussit à résoudre les problèmes. Donc est-ce que c'est une candidature à la présidentielle crédible? Ça, vous savez, dans une démocratie, ce qui confère la crédibilité, c'est le suffrage universel. Et donc, il ne faut pas avoir un jugement de valeur a priori. Moi, vous devinez bien à mon propos ce que j'en pense de Jean-Marie Bigard. Mais il n'y a pas à avoir on n'a pas besoin de passer un diplôme pour être candidat à la présidentielle. Merci, David Corman. Merci Théo Grévin, on vous retrouve un peu plus tard pour faire l'agenda politique de la semaine, 20h06 sur Fréquence ESJ It's and Talk, conseiller municipal, conseiller régional de Haute-Normandie, secrétaire national de Europe Écologie Les Verts et actuellement député européen. David Corman, c'est l'heure de remonter tout votre parcours avec Paula Monesti-Andréani. Bonsoir Paula. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir David Corman. Alors, né sur les terres de Normandie, c'est à 25 ans que vous débutez une carrière politique. Pourquoi avoir choisi de vous engager chez les Verts en 1999 ? C'est intéressant, un peu par hasard, pour être complètement franc. Moi, j'étais, à l'époque, il ne s'agissait pas pour moi d'entamer une carrière politique. J'étais habitant de la ville dans laquelle je suis toujours, d'ailleurs, qui s'appelle Cantleux, dans laquelle j'ai été à l'école primaire, au collège, etc. Et au début, ce qui m'avait attiré, c'était l'aspect démocratique, d'ailleurs, plus qu'écologique. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être, hein, mais le secteur dans lequel je suis, c'est historiquement une terre qu'on appelle fabiusienne, à l'époque où Laurent Fabius était encore un responsable politique en fonction. Et j'avais envie de bousculer un peu l'ordre établi, qui était très univoque, pour faire vivre la démocratie. D'ailleurs, la première liste qu'on avait montée à Cantleux en 2001, c'était « Vive la démocratie à Cantleux ». Et selon vous, est-ce que la couleur verte est la seule qui peut faire consensus dans le paysage politique actuellement ? Moi, je le pense parce que je suis écologiste, mais le débat démocratique, on a le droit de penser autrement. En tout cas, moi, ce qui m'avait attiré chez les Verts, et pourquoi j'y suis senti bien, c'est que c'était vraiment l'endroit où j'ai trouvé que le triptyque démocratie, c'est vraiment ça qui m'a fait rentrer en politique, le goût de la démocratie, de faire vivre la démocratie, la question de l'environnement, que j'ai découvert beaucoup en travaillant au sein de LV, en faisant un travail militant au sein de LV, et la question des solidarités. Et c'est le parti dans lequel j'ai trouvé cet équilibre, ce message qui pour moi est très cohérent. Mais est-ce qu'on n'est pas plus face à une utopie écologiste qu'à une réelle politique écologique ? Vous savez, moi j'ai le sentiment que c'est le monde tel qu'il va et tel qu'il est qui est une utopie. Penser qu'on peut continuer avec un modèle qu'on appelle modèle de développement, où vous avez vu, hein, dans le cercle arctique, hier il faisait 38 degrés, aujourd'hui il fait 45 degrés, l'extinction massive des espèces, la chute de la biodiversité, les inégalités qui explosent, les prédations sur les matières premières qui provoquent des guerres, qui provoquent des migrations, Bref, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, l'utopie, c'est de penser qu'on peut continuer comme ça. En réalité, l'écologie, pour moi, c'est très réaliste, c'est très pragmatique. Et dans votre vie professionnelle, avant de faire de la politique, vous avez été comédien, comme l'a rappelé notre physio. Et en quoi être un homme politique est différent que d'être un homme de théâtre ? Il y a des points communs. Les points communs, c'est que, en général, à la fin, quand on a dit quelque chose, on se fait applaudir si on s'est bien débrouillé. Non, la différence, c'est que quand vous êtes comédien, vous dites le texte de quelqu'un d'autre, en général. Vous jouez un personnage qui n'est pas vous. Quand vous faites de la politique, en principe, vous défendez des mots, des convictions, des émotions qui sont vraiment et sincèrement les vôtres. Donc ça, c'est une différence évidente. Après, l'autre point commun, c'est que la politique comme le théâtre, rien n'est plus futile, mais rien n'est plus essentiel que ces deux choses-là, même si par ailleurs, il y a évidemment des différences. Mais non, le parcours que j'ai eu au théâtre ne m'a pas spécialement préparé à faire de la politique. Sinon,
essayer de poser sa voix. Voilà, mais c'est deux choses qui sont très différentes. Donc pour revenir à la politique, en 2016, après être devenu secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts par intérim, vous êtes élu à ce poste durant le congrès de votre parti quelques mois plus tard. En quoi votre venue a potentiellement sauvé un parti que vous aviez qualifié dans une interview pour Ouest France en novembre 2019 de proche de la fermeture administrative et financière? En fait, ce qui s'est passé après une période politique qui a été difficile pour nous, c'est-à-dire la participation au gouvernement de Jean-Marc Ayrault sous la présidence de François Hollande, des divisions internes très brutales, et puis un chamboulement du paysage politique en général, pas seulement chez les Verts, en général. Ce qu'a donné d'ailleurs la victoire de Macron avec, on en reparlera peut-être, avec... Oui, pour la victoire de Macron, donc en 2017, lors des élections présidentielles, Yannick Jadot s'est effacé au profit de Benoît Hamon. Est-ce que selon vous, cette décision était la bonne pour permettre d'accroître le mouvement écologique? C'était pas forcément une bonne décision, mais c'était la meilleure qu'on pouvait prendre. Vous savez, des fois en politique, vous avez le choix qu'entre des mauvaises solutions. Et je pense que le choix qu'on a fait à l'époque était plutôt le bon choix, justement. Mais pourtant, en février 2016, vous aviez affirmé « Je souhaite que l'écologie soit présente de manière rassemblée et audible à l'élection présidentielle de 2017 ». Et finalement, elle s'est peut-être, selon vous, est-ce qu'elle s'est effacée derrière la gauche? Non, ELV s'est effacé, mais pas l'écologie. Si on a choisi de soutenir Benoît Hamon, c'est qu'à l'époque, il avait gagné, vous vous en rappelez, une primaire, pas du tout sur le programme du Parti socialiste, pas du tout soutenu par le président de la République sortant. Au contraire, sur un projet qui était clairement écolo. Et donc on avait le choix. Mettre une candidature ELV à tout prix, mais qui neutralisait la possibilité peut-être pour Benoît Hamon de gagner, ou d'essayer de jouer gagnant. Et je pense que le fait d'avoir passé notre tour à cette époque, ça nous a permis de retravailler sur nos fondamentaux, refaire un travail militant de terrain, faire émerger à bas bruit des nouvelles pousses de l'écologie qui sont aujourd'hui celles qui vont peut-être éclore au moment des élections municipales. Et pour la présidentielle de 2022, est-ce que vous avez une envie politique de présidentielle? Pour Europe Écologie, oui, je pense que c'est le moment pour les Verts, et pour l'écologie d'ailleurs, de prendre le pouvoir. C'est ce que je commençais à vous dire sur le changement du paysage politique. Vous savez, pendant des décennies, on a eu le choix entre la droite de gouvernement et la gauche, d'inspiration social-démocrate, de gouvernement. Je pense que ces deux offres politiques sont, d'un point de vue théorique et idéologique, obsolètes. Et que maintenant, il y a d'un côté les partisans du statu quo, libéral, concurrentiel, croissantiste, productiviste, qui ne se remet pas en question par rapport aux nouveaux enjeux. Il y a l'offre d'extrême droite qui se renforce, qui se structure, pas seulement en France, partout en Europe. Mais donc pour vous, c'est ni à droite ni à gauche, mais l'écologie avant tout, c'est ça? C'est pas ce que je dis, c'est que le paysage politique, il bouge. Le clivage gauche-droite, il existera toujours. Il y a des gens qui se disent à gauche ou à droite. Par contre, la gauche telle qu'elle a existé depuis Karl Marx, avec tous ses avatars, je pense qu'elle est obsolète. Je pense que le marxisme n'a pas vu l'enjeu fondamental de la relation à la nature, à l'environnement, le risque que faisait peser sur notre civilisation la vision productiviste, consumériste, etc. Et que ça, c'est un apport supplémentaire qu'apporte l'écologie. Alors, si on est de gauche, on peut dire à l'histoire de la gauche, mais je pense que c'est un apport à l'histoire de la politique en général. On quitte le territoire national pour parler maintenant de l'Europe. Donc en 2019, vous êtes élu député européen. Donc vous laissez le poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous auriez préféré cumuler vos deux mandats pour peut-être plus de cohérence entre l'échelon européen et national? Non, c'est impossible d'être député européen et d'être en même temps chef de parti. Je vous le dis, parce que les deux sont un travail à temps plein. Ou alors on est un très mauvais député européen, on touche les sous mais on y travaille peu, et on s'occupe du parti. Mais on n'est pas... vous savez, on est très bien payé quand on est député européen. La moindre des choses, c'est de prendre au sérieux le mandat qui nous a été confié. Donc non, j'ai aucun regret, et j'en ai d'autant moins que Julien Bayou et son équipe sont... excellents aux responsabilités qu'ils occupent. Donc, vous savez, personne n'est responsable. Merci David Cormand. Merci David Cormand, merci Pauline Monissi-Andréani. N'hésitez pas à poser vos questions à David Cormand tout au long de l'émission. Nous les lui poserons ensuite. Pour ça, il vous suffit d'utiliser le hashtag FréquenceESJ sur Facebook, Twitter ou Instagram. Dans 2 minutes, on fait le tour de votre parti, David Cormand, de la situation d'Europe Écologie Les Verts. Et pour mieux aborder cette partie, justement, Mélodie Sforza, vous revenez sur l'histoire d'Europe Écologie Les Verts en politique.
C'est Daniel Cohn-Bendit qui fonde le parti politique de la mouvance écologiste Europe Écologie Les Verts en novembre 2010. Il succède au parti Les Verts et a pour objectif de rassembler des militants afin de se présenter sur les listes du parti aux élections européennes de 2009. Et malgré des figures de l'écologie très engagées, le parti rencontre des difficultés. Sandrine Bélier, José Bové, Yannick Jadot ou encore Eva Joly se battent pour défendre leurs idées, mais en 2018, le parti peine à se faire entendre. Les recettes sont en baisse, il n'y a plus aucun député à l'Assemblée nationale et les militants s'engagent difficilement. En 2018, on comptait 4200 adhérents contre 12 000 en 2012. Et pourtant, en 2019, le parti réalise en France le score confortable de 13,5%. Soutenu par les jeunes, Europe Écologie Les Verts enregistre une grande victoire. Le parti se hisse à la 3e place derrière le Rassemblement national et la République en marche. Il est également en tête des partis de gauche, mais il ne réussit pas à battre la vague verte historique de 2009, où Europe Écologie Les Verts avait remporté 16,28% des voix. Et pour les élections municipales de cette année, le mouvement écologiste se hisse d'ailleurs en tête dans plusieurs grandes villes comme à Lyon ou Strasbourg. On verra ça un peu plus tard. Merci Mélodie Sforza pour ce rappel historique. David Cormand, on s'intéresse donc à l'état actuel du parti Europe Écologie Les Verts. Malgré donc de bons scores, on l'a vu, aux élections européennes, le parti apparaît absent du paysage politique français. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. David Cormand, bonsoir. Est-ce que Europe Écologie Les Verts aujourd'hui est condamné à rester un petit parti de seconde zone ? C'est pas l'impression que me donnent les résultats aux élections municipales. C'est-à-dire que on a fait des scores qui sont historiques, aux européennes également. D'ailleurs, on bat le record en nombre de voix de 2009. En score, en pourcentage, on fait moins, mais en nombre de voix, c'est la première fois qu'on fait plus de 3 millions de voix. Et c'est la première fois qu'après un succès aux européennes, on confirme sur les élections territoriales. Donc je ne crois pas qu'on soit un parti, comme vous dites, un petit parti de seconde zone. Mais vous avez raison de dire qu'on est un petit parti. On est un petit parti qui portons de grandes idées, mais on structure, on grandit petit à petit, on essaie de faire ce qu'on peut. Justement, vous étiez arrivé en 3e position aux européennes en 2019 avec 3 millions de voix, vous l'aviez dit. Mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, sur 40 millions d'inscrits, est-ce que ce n'est pas finalement assez peu ? Ah bah il faut qu'on fasse plus, là vous avez raison, j'espère qu'on va progresser. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu aux élections municipales, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des scores, dans la plupart des grandes villes aux municipales, on a fait plus que nos scores des européennes par exemple, qu'on avait fait dans ces mêmes villes. C'est ce qui nous permet d'être en position, potentiellement, je l'espère dimanche, de gagner. Vous savez, Rome ne s'est pas fait en un jour. Construire une force politique en capacité de prendre le pouvoir, ça ne se fait pas de façon spontanée. Ces dernières années, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous avez cette vision-là, elle est compréhensible, on a vu émerger, c'est ce que j'appelle d'ailleurs l'ubérisation de la politique. On a vu émerger des start-up de la politique, c'est le cas de la France Insoumise, c'est le cas évidemment de LREM avec Emmanuel Macron. Je ne crois pas que ça soit ça l'avenir de la politique. La politique, c'est ce David Cormand, aujourd'hui, si les scores de Europe Écologie Les Verts au municipal sont un peu décevants, est-ce que ce n'est pas justement parce que le parti a été très absent finalement ces derniers mois ? Qu'est-ce qui a été fait depuis les élections concrètement ? Les résultats au municipal, ils sont décevants. Ils sont en tout cas au moins le double de ce qu'on n'a jamais fait en étant dans 2 fois plus de villes où on l'avait été. Donc je m'interroge sur le diagnostic que vous portez, mais vous pouvez le faire. Non. Après, le parti n'a pas été présent. En tout cas, nos idées, elles n'ont jamais été aussi présentes. On va en parler tout à l'heure sur la Convention citoyenne sur le climat. On voit bien l'actualité, jour après jour. Les choses que nous portions un peu tout seuls dans le désert depuis des décennies, ce sont des idées aujourd'hui qui sont partagées. Et par ailleurs, notre façon de militer chez les Verts, on n'est pas dans le patriotisme de drapeau. Pour nous, le parti Europe Écologie Les Verts, ce n'est qu'un outil pour convaincre, faire gagner nos idées. Et de ce point de vue-là, ces dernières années ont été plutôt satisfaisantes. Après, vous avez raison, il faut faire mieux. Justement, Europe Écologie Les Verts bénéficie d'une certaine popularité aujourd'hui, notamment chez les jeunes, mais les jeunes, beaucoup ne peuvent pas encore voter. Comment est-ce qu'on fait pour gagner les autres électeurs aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une stratégie ou des mesures de prévues chez Europe Écologie Les Verts ? Alors d'abord, sur la popularité du parti, Europe Écologie Les Verts est le seul parti qui a un avis positif. Dans toutes les études qui sont faites sur l'image des partis, on est le seul à avoir plus de gens qui ont une bonne opinion d'Europe Écologie Les Verts qu'une mauvaise. Tous les autres. Est-ce que c'est avec des sondages qu'on gagne des élections ? Ça veut dire, non, absolument pas. Mais ça veut dire que l'image d'Europe Écologie Les Verts est positive. Après, sur l'autre partie de votre question, sur comment on structure, c'est ce qu'on est en train de faire avec les territoires. Vous savez, les écolos, ils ont historiquement une vision plutôt girondine que jacobine de l'approche de la politique en France. Et donc, il y a une logique
à ce que le renforcement de l'écologie politique il se fasse à partir des territoires. Et donc, c'est assez logique que, en tout cas satisfaisant, qu'on soit en train de mailler le territoire de notre pays avec de plus en plus de force à l'occasion de ces élections municipales. Et on l'a vu notamment juste avec le Mélodie Sforza qui l'a expliqué, Europe Écologie Les Verts, ce n'est pas vraiment un parti qui est tout nouveau. S'il n'y a pas de projet précis aujourd'hui pour gagner des électeurs, donc les élections, on fait quoi? On attend juste que les jeunes d'aujourd'hui deviennent la majorité des électeurs? Non, parce qu'il y a quand même un projet qui est structuré d'Europe Écologie Les Verts, qui est porté depuis longtemps, j'en ai dit quelques mots. Le rapport à une démocratie renouvelée, plutôt girondine que jacobine, le rapport bien sûr à la production, le rapport à la consommation, le rapport à quel type de société plutôt ouverte, évidemment, inclusive, plutôt que le repli sur soi. C'est des thématiques et des idées et des projets qui sont portés depuis longtemps. Je pourrais parler de l'économie sociale et solidaire, que nous avons été les premiers à défendre, la question de la réduction et du partage du travail, donc un autre rapport au travail. Tout ça, ce sont des fondamentaux qui sont assez structurés et solides depuis un moment. Mais là où vous avez raison, ce qui nous reste à faire comme travail, c'est de structurer des cadres, des cadres politiques, des personnes qui travaillent dans le sillage d'Europe Écologie Les Verts, pour être en capacité d'exercer la fonction au niveau national. Mais que ça soit au niveau européen, au niveau local, on est déjà fort. Le chaînon manquant, l'étape qui nous manque encore, c'est la question de comment gouverner le pays, comment gouverner la France. Justement, parce que Europe Écologie Les Verts, vous le dites, les fondements sont là depuis le début, depuis des années. Pourtant, vous avez seulement 9 sièges à l'Assemblée nationale. On ne peut pas vraiment parler d'une vraie force d'opposition. Est-ce que ce n'est pas le signe justement que la méthode, elle n'est pas forcément la bonne? C'est pour ça qu'on a changé. Tout ce que vous décrivez dans l'histoire, avant même l'histoire des Verts, elle remonte à avant 2009. Nous sommes un parti qui s'est construit petit à petit. Et on a fait des erreurs. C'était les divisions des écolos qui étaient le sujet de moquerie depuis nos origines, les différentes motions, le fait de se tirer dans les pattes. Mais c'était aussi lié à un goût de la démocratie qui est le nôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti des Verts n'est pas trop désuni, David Corman? Ah ben non, il n'a jamais été aussi uni qu'il l'est. Mais pourtant, vous disiez, David Corman, le mois dernier dans Mediapart, qu'il faudrait rappeler à Yannick Jadot qu'une primaire interne au parti sera sans doute nécessaire pour désigner qui se présentera à l'élection présidentielle. Si Yannick Jadot ne fait pas, sinon l'unanimité, l'union au sein du parti, est-ce que ça ne veut pas justement dire que ce parti il est divisé, David Corman? Là, vous parlez de deux choses différentes. L'union, ce n'est pas l'uniformité. Moi, je suis très attaché à la démocratie. Vous me dites comment on fait pour gagner l'élection présidentielle? Sûrement pas en tuant le débat. Sur une échéance aussi importante au niveau idéologique, au niveau politique, c'est bien normal qu'il y ait un débat. Pour vous, c'est pas un problème si il y a donc des opinions très différentes au sein du même parti? D'abord, elles sont de moins en moins très différentes, et c'est pas un problème qu'il y ait des opinions différentes. Sinon, c'est plus la démocratie, c'est autre chose. C'est ce que je vous parlais sur les partis assez univoques, où en fait, ce qui fait l'identité de la force politique, c'est son leader. C'est Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise, c'est Emmanuel Macron avec la République en marche. David Corman, très rapidement, si les divergences entre des membres du parti, c'est pas si important, est-ce qu'on peut imaginer une union avec d'autres partis comme le PS ou LFI par exemple? On verra, mais pour moi l'enjeu c'est pas l'union des partis, c'est de construire une offre politique, un imaginaire politique qui soit nouveau. La question de la coalition qui se construit autour, pour moi c'est une question qui est secondaire. Ce qu'on doit mettre David Corman. Ce sont des idées. 20h23 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Dans quelques instants, on évoque l'alerte du Conseil scientifique sur une seconde vague probable du Covid-19. En attendant, ça y est, dans 5 jours, près de 100 000 communes vont pouvoir élire leur maire. Lyon, Strasbourg, Grenoble ou encore Bordeaux. Pour le premier tour des élections municipales, Europe Écologie Les Verts a frappé un très grand coup dans les grandes villes. On fait le point donc sur l'implantation locale des écologistes avec Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon, bonsoir David Corman. Bonsoir. Alors, comme on l'a dit dans votre parcours, vous avez été élu municipal à Canteleu, près de Rouen, à une époque où Europe Écologie Les Verts faisait de bien moins bons scores. Est-ce que cette année, c'est enfin le scrutin où Europe Écologie Les Verts va réussir à s'implanter massivement au niveau local? On va voir, c'est les électrices et les électeurs qui vont décider de ça dimanche. En tout cas, c'est ce qu'on se disait un peu avant, c'est la première fois qu'il y a autant de listes, soit écologistes, soit avec une tête de liste écologiste, mais à la tête d'un rassemblement plus large, qui sont en position de gagner des villes sur la droite, de proposer une alternance
face à des élus sortants qui étaient déjà de gauche, mais qui n'étaient pas verts. Donc oui, c'est une étape importante, non seulement pour Europe Écologie Les Verts, mais plus important à mon avis, c'est une étape importante pour l'évolution politique dans notre pays. Je pense que la bipolarisation gauche-droite telle qu'on l'a connue, elle est un petit peu derrière nous. On est maintenant face à une bipolarisation entre les partisans du statu quo et ceux de l'alternative écologiste. Alors quand on voit les scores et là où Europe Écologie Les Verts est présent, quelque chose frappe, c'est la présence dans les grosses agglomérations, mais beaucoup moins dans les territoires ruraux. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors d'abord, c'est pas tout à fait juste. Il y a un effet d'optique qui est le fait que les médias parlent surtout, et on peut le comprendre, des villes de plus de 100 000 habitants ou de plus de 30 000 habitants, mais il y a beaucoup de territoires ruraux, notamment électoralement, ça s'analyse depuis longtemps, une diagonale qui va des Alpes jusqu'à de la Savoie, qui va jusqu'au Pays Basque en réalité, en passant par la Drôme, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, le nord de l'Hérault, etc., qui descend jusqu'à là-bas. Où il y a des implantations dans des petites villes où les maires sont écolos. Après, ils ne sont pas forcément estampillés ELV, parce que dans les villes... Alors pourquoi pas autre part en France ? Pourquoi sur le reste du territoire, c'est plus compliqué ? Ça dépend de l'histoire du pays, ça dépend de l'histoire des territoires. Et historiquement, c'est vrai que les militants verts, Europe Écologie Les Verts, puis les Verts avant, ils sont très implantés plutôt dans les grandes villes, dans les zones urbaines. Mais est-ce qu'aussi il n'y a pas un problème de logique entre les idées que propose Europe Écologie Les Verts et puis le mode de vie dans certains territoires ruraux où on le sait, des fois, par exemple, la voiture est quasiment indispensable ? Non, parce que dans ce cas-là, on aurait du mal, y compris dans les territoires que je pointais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas le seul élément. Et par ailleurs, vous savez, même quand vous vivez en territoire rural, vous avez besoin de solutions et vous avez envie de solutions écolo. Et là où on arrive à convaincre, c'est sur la résilience économique de ces territoires. La vision des autres sur l'organisation du territoire en France, c'est la métropolisation. C'est-à-dire que les métropoles sont censées irriguer les territoires autour. Nous, c'est plutôt une vision inverse à ça. On est très attaché aux métropoles, mais surtout aussi à une vie économique, une vie sociale au niveau des territoires ruraux. Et c'est un discours et des propositions politiques qui sont assez entendues dans ces territoires. Alors, pour en revenir donc, au second tour qui arrive ce week-end, au premier tour, donc, Europe Écologie Les Verts a fait de très bons scores dans de nombreuses villes et on a vu souvent des fusions entre LREM et les Républicains. Certains candidats, comme le candidat ELV à Bordeaux, Pierre Urmic, parlent notamment d'une entente nationale. Est-ce que vous partagez cette analyse d'une entente un petit peu en bisbille entre LREM et LR ? Pour faire face aux écolos. En tout cas, il y a une convergence politique que je constate. C'est-à-dire que dans la plupart de ces grandes villes, LREM va au secours de la droite, les Républicains. C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Strasbourg, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Tours, c'est le cas dans beaucoup de villes. Donc c'est signifiant politiquement. Après, moi, je crois que c'est assez logique. En réalité, Emmanuel Macron et le projet politique qu'il porte, et un projet de droite. Il est assez conservateur, libéral, d'un point de vue économique. Et donc, c'est assez logique que ces gens-là, et que ces militants-là, finalement, fusionnent. Et ce qui est étonnant, c'est que vous vous rappelez, avant le premier tour et pendant les européennes, tout le monde se disait écolo. Et là, maintenant, pour le deuxième tour, il y a des coalitions qui s'organisent contre l'écologie. C'est-à-dire que la façon dont ils justifient leurs alliances, c'est pour faire barrage à l'écologie. C'est assez particulier. Alors, Europe Écologie Les Verts, on a l'impression que c'est un parti qui fait très peur aux autres partis. Fabienne Keller, vice-présidente d'Agir, était sur notre antenne il y a 2 semaines. Elle a dit que les écologistes strasbourgeois étaient sectaires. Un candidat, les Républicains de Lyon, a qualifié les électeurs de ELV de connards, je cite. Pourquoi tous vos opposants, ou presque, ont l'air de vous prendre pour des fous ou des extrémistes ? Parce qu'ils sont fébriles, parce qu'ils ont peur de perdre. Vous savez, quand une nouvelle force politique émerge, vous êtes trop jeune et même moi je l'étais, avant l'élection présidentielle de Mitterrand en 81, la droite disait, si Mitterrand gagne, il y aura les chars de l'armée rouge qui vont occuper la place de la Concorde. Donc il y a toujours, de la part des forces traditionnelles, conservatrices, le fait d'agiter le chiffon rouge ou le chiffon vert, en l'occurrence, pour essayer d'effrayer les électrices et les électeurs. Je pense très sincèrement que ça ne marche pas. Quand je regarde Jeanne Barassignan à Strasbourg, la qualifier de la part de Mme Keller de sectaire, tout ça prête plutôt à sourire, mais j'y vois une forme de fébrilité et de peur de la part de ces forces politiques. On verra ce que ça donne dimanche. Alors on l'a dit, vous êtes présent au second tour dans de nombreuses grandes villes, mais finalement, est-ce que le résultat le plus décevant, ce n'est pas celui de Paris,
où David Béliard n'a jamais vraiment su se démarquer d'Anne Hidalgo. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué? Je sais pas. Vous savez, moi, j'ai pas fait la campagne de Paris. Historiquement, à Paris, pour les municipales, alors qu'on est plus fort qu'ailleurs en France pour les autres élections. Pourtant, il y a un an, vous disiez que vous estimiez que ELV était en capacité de remporter Paris. Oui, oui, c'est ce que j'espérais il y a un an, et ça n'a pas marché. Vous savez, les élections, c'est comme ça marche pas à tous les coups. Il faut croire qu'à Paris, Anne Hidalgo a réussi à capitaliser sur son bilan, y compris son bilan écolo. Je pense qu'il y a un autre phénomène, c'est que la campagne à Paris, elle a été confuse. Il y a eu l'histoire de Villani, il y a eu l'histoire de Griveaux, enfin on s'en rappelle. Donc tout ça a mis un peu le bazar, pour être franc, et donc on a eu plus de mal à faire entendre une voix particulière. Je pense qu'il faudra s'interroger pour les Verts à Paris, pour savoir comment, à l'avenir, on arrive à avoir des scores qui correspondent davantage à ce qu'on pourrait espérer. Merci David Cormand. Merci à vous. 20h30 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Ne manquez pas d'ailleurs dimanche à partir de 18h la grande soirée électorale de Fréquence ESJ pour ce second tour des municipales. Nous sommes avec David Cormand, eurodéputé Europe Écologie Les Verts jusqu'à 21h. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et on aborde maintenant la question du déconfinement. Hier, la phase 3 se mettait en place, réouverture des cinémas, retour à l'école obligatoire, mais le virus continue de circuler en France comme dans le monde. La pandémie a tué officiellement plus de 460 000 personnes et en a contaminé plus de 8,7 millions dans le monde. Mélodie Sforza, vous nous faites l'état des lieux de la progression du virus. En Europe, le déconfinement se poursuit. En France, hier, les cinémas et les salles de sport ont pu réouvrir. L'Espagne, quant à elle, a ouvert ses frontières aux Européens. En revanche, en Allemagne, la situation est plus compliquée. Le pays a décidé de reconfiner 600 000 habitants locaux après l'apparition d'un important foyer de contamination dans un abattoir. Et se traduit par une limitation stricte des contacts entre les personnes. Les bars, les cinémas, les musées sont fermés jusqu'à mardi prochain. Et l'Asie, le Moyen-Orient et l'Océanie sont sous le seuil du million de cas. Sauf en Chine, où le pays constate un rebond depuis la semaine dernière avec 220 nouveaux cas. La Chine a très vite réagi face à ces nouveaux cas pour limiter au maximum la propagation du virus. Une trentaine de zones résidentielles ont été placées en quarantaine et tous les établissements scolaires ont été fermés jusqu'à nouvel ordre. La municipalité a appelé ses habitants à éviter les voyages non essentiels et à considérablement réduire les liaisons aériennes. Et quant à l'Amérique latine et aux Caraïbes, ils sont le nouvel épicentre de l'épidémie. Samedi, ils ont franchi le cap des 2 millions de contaminations, Mélodie. En Amérique latine, la moitié des cas sont recensés au Brésil, avec près de 50 000 décès. Le pays est le plus endeuillé du monde derrière les États-Unis. La pandémie continue donc de se propager dans le monde. La découverte du vaccin est un enjeu considérable. Merci Mélodie Sforza. Et alors que les Français se relâchent sur les consignes de sécurité sanitaire, le Conseil scientifique juge que l'arrivée d'une deuxième vague de l'épidémie est extrêmement probable. Les images des rassemblements lors de la fête de la musique, notamment à Paris, peuvent laisser interrogateurs et même inquiéter. Bonsoir Axel Savoie. Bonsoir Manon, bonsoir David Cormand. Allez-y, on vous entend, Axel Savoie. Hier, Anne Hidalgo a estimé qu'il ne faut pas interdire la fête de la musique, alors que sur différentes vidéos, on voit un non-respect évident des gestes barrières. Il y avait des foules compactes où quasiment personne ne portait de masque. Est-ce que vous êtes du même avis que la maire de Paris, ou est-ce que selon vous, il aurait mieux fallu... Alors, j'essaie de deviner la question. Est-ce qu'il aurait mieux fallu ne pas le faire, j'imagine? Je pense que là, les études qu'on a maintenant, si j'ai bien compris, moi je ne suis pas médecin, c'est que les cas de cluster sont dans des lieux fermés. Je n'utilise pas le terme de confiné parce qu'il peut prêter à confusion puisqu'on nous a confinés pendant 2 mois. Et donc, il y a assez peu d'exemples de transmission à ciel ouvert, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que les gens, ils ont besoin aussi de se retrouver, de se voir dans la mesure où on se rend compte que... il y a moins de risques quand c'est à ciel ouvert, il faut rester vigilant, il faut faire le truc du masque, il faut éviter de se frotter et de faire des pogos pendant la fête de la musique sans doute, mais voilà, il faut aussi que la vie reprenne, notamment pour les plus jeunes qui ont quand même subi, à juste titre, hein, mais ces passages de confinement. Que la vie reprenne, d'accord, mais est-ce que ce n'est pas trop prématuré? Est-ce que ça vaut le coup, le risque de se faire reconfiner ensuite? J'en sais rien. Vous savez, moi, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais encore une fois, les médecins que j'ai entendus, les spécialistes que j'ai entendus là-dessus, ils disent qu'ils sont plus inquiets sur la fin du télétravail et le retour dans les entreprises
que par le fait de sortir 2 heures pendant la fête de la musique. Après, moi, je m'en remets à leur avis, et d'un point de vue politique, je pense que c'est pas sain qu'une société reste confinée et que nos libertés restent trop longtemps entravées. Et qu'à un moment, il faut aussi que la vie, avec toutes les règles de sécurité ou quoi, mais reprenne un peu ses droits également. Alors, les rassemblements de au 31 août. Axel Savoie, est-ce que vous pouvez recommencer votre question, s'il vous plaît? On ne vous a pas bien entendu. Alors, je disais, les rassemblements de 5000 personnes sont toujours interdits, je crois, et ce jusqu'au 31 août. Axel, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Pourquoi des manifestations et rassemblements de plusieurs milliers de personnes ont eu lieu donc après le déconfinement. Est-ce que là aussi, du coup, David Cormont, il n'y aurait pas un relâchement des pouvoirs publics? Est-ce que nos pouvoirs publics sont trop confiants selon vous? Non, mais il y a un relâchement des gens aussi. Les pouvoirs publics, ils ne peuvent pas mettre, et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable, un policier derrière chaque citoyen et chaque citoyen. Donc il y a un moment, je pense que tout le monde est bien alerté sur le risque et sur le fait que ce virus circule toujours, et c'est à chacune et chacun aussi de s'assumer. Pourtant, la préfecture a le pouvoir d'interdire ces rassemblements. Oui, mais est-ce que c'est l'interdiction, à un moment, qui va continuer à être efficace? On a déjà mis en place une interdiction ultime, absolue. On a privé les gens de liberté en les mettant chez eux pendant plusieurs mois. À un moment, l'information pédagogique, elle a eu lieu, et c'est à chacun aussi un peu de faire attention à soi et aux autres, et de ne pas faire n'importe quoi. Mais vous savez, il faut faire attention à cette tentation répressive. Moi, je suis très inquiet de la tendance à laquelle on assiste, de petit à petit grignoter les libertés fondamentales. Parce que c'est comme ça que les démocraties, à la fin, se fissurent. Donc, moi, je crois qu'il y a un enjeu de liberté qui est fondamental et de responsabilité. Et les citoyens, ils doivent être aussi responsables et donc faire attention. Mais ce n'est pas par l'autoritarisme ou par l'autorité qu'on résout les problèmes. Alors, on a quand même plusieurs nouveaux clusters qui sont apparus en France ces derniers jours. Est-ce que c'est dû à un déconfinement trop rapide, selon vous? Je ne crois pas. Je pense que c'est lié, vous avez vu en Allemagne, c'est dans des circonstances particulières, notamment dans les abattoirs, où il y a une très grande promiscuité, où on est enfermé et où le virus circule plus facilement. Il y aura encore épisodiquement, vu que le virus circule encore, les gens qui sont dans un lieu clos, collés les uns aux autres, il y aura quelques départs de ce qu'on appelle les clusters. Après, l'enjeu, c'est quand il y en a un, c'est de réagir très rapidement pour éviter que ça se diffuse. Or ça, c'est des protocoles qui sont mis en œuvre, et il va falloir apprendre à vivre avec ça. Il va falloir sortir de la psychose absolue, donc responsabilité, et quand il y a un foyer qui part, il faut réagir très vite. Alors, on a déjà entendu parler de cas de reconfinement en Chine, et on a eu aussi aujourd'hui un reconfinement local en Allemagne, suite à l'apparition d'un nouveau foyer de 1500 infections. David Cormont, est-ce qu'on doit revoir la question de la réouverture des frontières au sein de l'Europe? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est la proximité. Mais en fait, si vous habitez en Alsace, il n'y a pas plus de problèmes avec la frontière avec les Allemands qu'avec le département. Il y a le risque que ces personnes voyagent au sein d'Europe, dans d'autres pays, et répandent l'épidémie. Oui, mais c'est un problème si vous voyagez au sein de la France aussi. Le problème, ce n'est pas les frontières des États-nations. Le problème, c'est que le virus circule d'une zone A à une zone B qui est voisine. Mais le fait qu'elle soit française ou pas française, la zone B, ça n'a pas d'impact. Donc moi, tout le trip sur les frontières, il faut fermer les frontières, on sera plus en sécurité, je ne crois pas du tout en cette façon de faire. Merci David Cormont. Merci à vous. Merci David Cormont, merci Axel Savoie. Sachez que vous pourrez retrouver cette émission de 20h l'invité comme toutes les autres en vidéo sur notre chaîne YouTube Fréquence ESJ ou en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Apple ou Google Podcast si vous avez manqué le début de l'émission. On aborde maintenant un sujet que vous connaissez bien, David Cormont, c'est l'écologie. Vous qui êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts, le 4 octobre 2019, il y a plus de 8 mois, débutait un événement inédit dans l'histoire de la Ve République, la Convention citoyenne pour le climat, une assemblée donc de 150 citoyens tirés au sort et chargés d'élaborer une série de mesures pour que la France relève le défi climatique. Dimanche, les propositions finales ont été retenues et présentées au gouvernement. On aborde ce sujet avec Bastien Cochet. Alors, ça impressionne présenté comme ça, mais pour vous, est-ce que c'est vraiment une réussite, cette convention citoyenne pour le climat, David Cormont? Oui, c'est une réussite. D'abord,
c'est une forme inédite de démocratie. On a parlé beaucoup de démocratie depuis le début de l'émission, sur le fait que notre démocratie, elle est en partie malade, qu'il y a une défiance de la part des citoyennes et des citoyens vis-à-vis de leurs représentants politiques classiques, leurs élus, et qu'il y a une nécessité à un moment d'avoir des formes nouvelles qui permettent d'aborder des sujets qui peuvent créer des conflits ou qui peuvent créer des désaccords. Il faut se rappeler que cette convention citoyenne pour le climat, ça fait suite au mouvement des Gilets jaunes, où le président de la République, un peu acculé, a dû céder et lancer cette convention. Et je trouve que les citoyens qui y ont participé ont fait un travail remarquable, extrêmement sérieux et prometteur. Et, Elisabeth Borne partage votre avis, c'est la ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle a déclaré aux participants, elle leur a dit « Vous répondez avec force à tous ceux qui doutent de la démocratie participative ». Quand on sait qu'Emmanuel Macron peut aller à l'encontre des propositions qui lui ont faites, qu'il peut un petit peu choisir celles qui lui plaisent ou non, est-ce que c'est crédible ? Ah mais ça, c'est pas le problème de la Convention. Vous me demandez est-ce que la Convention a bien travaillé, je vous réponds oui. Si mais alors, est-ce que c'est pas une convention pour rien ? Mais ça va dépendre de la réponse qu'apporte le gouvernement. C'est un deuxième sujet. Le sujet de savoir si Emmanuel Macron va faire comme d'habitude un grand discours et rien derrière, c'est le problème du chef de l'État. La question de savoir si les députés, s'ils se saisissent des questions de la Convention, vont les dénaturer, c'est un autre débat. Moi, je suis très content du travail de la Convention, mais vous avez raison, je suis très inquiet sur ce que va en faire le gouvernement. Parce que la tentation qui va être la sienne, c'est de contourner les propositions qui, pour certaines d'entre elles, sont assez radicales au sens étymologique du terme. Elles vont à la racine des problèmes. Alors, certaines propositions radicales, mais beaucoup de militants écologistes regrettent que la plupart des propositions semblent manquer un petit peu d'ambition. Est-ce que vous estimez que les participants ont été un petit peu bridés au cours du processus ? On sait qu'il a été organisé de façon un peu complexe, un peu compliquée pour ces personnes qui ont été tirées au sort. Est-ce que, selon vous, il y a eu des pressions de la part du chef de l'État qui s'est déplacé pour s'adresser à eux ? Je ne crois pas. Je pense que s'il y en a eu, les citoyens y ont répondu en ne cédant pas à ces pressions, en tout cas. Non, le truc, c'est que ce n'est pas des magiciens. Les citoyennes et les citoyens, ils ne vont pas résoudre en 9 mois de travail, sur leur temps libre, bénévole, ce qui n'a pas été fait pendant des décennies par les pouvoirs successifs. Donc, effectivement, il y a des angles morts dans ce sur quoi ils ont travaillé. Par exemple, ils n'ont pas abordé la question énergétique, de la transition énergétique, notamment la question du nucléaire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce que c'est un totem absolu en France, le nucléaire. Et on voit tous les débats avec des lobbies très puissants qui continuent de militer pour le nucléaire. Donc ils ont préféré. Et l'autre sujet qu'ils n'ont pas abordé, c'est la question de la fiscalité. En tout cas, pas complètement. Mais ça, pareil, c'est des questions qui, par excellence, sont politiques. Pour ce qui est relevé de ce qu'on leur avait demandé de faire, ils l'ont bien fait. Mais c'est le problème de toute cette convention, parce que souvent, quand il y a eu des idées, quand ils ont voulu un petit peu bousculer les choses de façon significative, on leur a dit faites attention, ça va coûter cher, et il va falloir peut-être augmenter des impôts, il va falloir aller chercher l'argent. Est-ce que un petit peu cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus d'eux, de devoir payer pour toujours penser à cet aspect financier, ça les a pas un peu freinés et un petit peu, on se retrouve avec des propositions un petit peu tièdes? Non, mais attention, les propositions ne sont pas tièdes. Quand ils demandent de fiscaliser les dividendes, c'est pas tiède. Quand ils disent qu'il faut interdire la publicité sur tout ce qui est polluant, c'est pas tiède. Quand ils disent qu'il faut faire enfin l'isolation des bâtiments, c'est pas des propositions tièdes. Donc après, le rôle qui leur a été donné, c'était pas d'inventer un programme politique général. Sinon, il faut qu'ils soient candidats aux élections et se faire élire. C'est vraiment une complémentarité avec la démocratie représentative. Et donc, dans le cadre qui était le leur, ils ont été aussi loin qu'ils pouvaient. Donc, vraiment, il faut faire attention de ne pas faire peser sur leurs épaules des turpitudes qui, en réalité, sont de la responsabilité, encore une fois, des dirigeants politiques qui se sont succédés depuis des décennies. Eux, ils ont fait leur part du travail, ils ont fait leur part. Comme vous l'avez dit un instant, Europe Écologie Les Verts a déploré l'absence d'une taxe carbone, par exemple, ou encore l'oubli du nucléaire. On l'a vu avec l'Union européenne également, c'est compliqué toujours de s'attaquer aux grands groupes industriels et aux GAFA notamment. Alors comment la France pourrait, elle, faire plier, elle seule, les GAFA et les grands groupes ? La réponse est dans votre question. La France peut le faire en s'appuyant sur l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le premier marché du monde, la première puissance économique du monde, devant les États-Unis, devant la Chine. Et donc, on a un pouvoir important pour prescrire des pratiques économiques et des pratiques commerciales et une fiscalité. Et là, tout l'enjeu du débat qui est en ce moment au niveau de l'Europe, c'est comment on crée une fiscalité vertueuse au niveau européen
à la fois par rapport aux transactions financières, par rapport à la fiscalité écologique et par rapport à la fiscalité des GAFAM dont vous parlez. Mais comment entraîner au niveau mondial, puisque l'écologie concerne tout le monde au niveau mondial, des pays comme les États-Unis qui sont clairement, en tout cas avec le président actuel, climato-sceptiques? Ah bah ça, c'est effectivement le problème. Après, est-ce que du coup, cette convention citoyenne, puisque c'est déjà au niveau français, qu'après il faut faire bouger au niveau européen, et ensuite, après le niveau européen, il faudra faire bouger la plupart des gouvernements mondiaux, est-ce que c'est pas un petit peu une goutte dans un océan? Oui, mais si on se dit ça, on ne fait plus rien. On n'agit plus. Là, il y a des élections municipales dimanche, c'est encore une plus petite goutte. Il faut agir à tous les échelons. Au niveau local, pour avoir, je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais une économie plus locale, plus résiliente, plus ancrée sur les territoires. Il faut agir au niveau national pour mettre des règles qui ensuite sont prises ailleurs. Il faut agir au niveau européen pour édicter des règles que les autres pays suivront. L'essentiel des clients de la Chine, par exemple, enfin une grande partie, c'est en Union européenne. Si les règles que nous mettons à l'intérieur du marché européen sont exigeantes en matière environnementale, sociale et fiscale, ça a des impacts à l'extérieur de l'Union européenne. Donc en fait, il faut agir à tous les niveaux. Si à chaque fois on se dit « Ah oui, mais les autres ne vont pas le faire », personne ne fait rien. Donc à un moment, il faut assumer d'agir. Une des mesures donc, dans cette convention, c'est le passage des autoroutes de 130 à 110 km/h. Alors, ça semble être une mesurette par rapport aux mesures contre les entreprises polluantes, par exemple, mais pourtant, ça risque d'être l'une des mesures les moins populaires. Est-ce que ce n'est pas une prise de risque presque inutile? Non, vous savez, d'abord, c'est une des 149 propositions. Mais c'est l'une de celles qui fait le plus parler pour l'instant. Oui, parce que les lobbies routiers en parlent beaucoup. Vous avez des associations qui se présentent comme étant représentantes des automobilistes, mais qui en réalité représentent les intérêts des régies autoroutières et des constructeurs automobiles. Moi, je crois que, et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant avec cette convention citoyenne, je vais vous dire, c'est qu'on nous a toujours dit, nous les écolos, depuis des années, vos idées, elles sont formidables, mais les citoyens, ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas, parce que c'est trop punitif, vous voulez trop priver les libertés. Et là, en l'occurrence, vous avez 150 citoyennes et citoyens qui ne sont pas écolos au départ, qui ont été tirés au sort, qui sont de toutes les catégories professionnelles, de toutes les catégories sociales, de tous les territoires français. Et en écoutant des experts et des universitaires et en réfléchissant, ils en arrivent à la conclusion qu'en fait, passer de 130 à 110, ce n'est pas un sacrifice absolument hallucinant. Vous allez faire des économies parce que vous allez dépenser moins d'essence, vous allez moins polluer, et tout ça pour une distance de 300 km, ça va vous faire perdre quoi? 10 minutes. Donc en fait, si on n'est même pas prêt, en tant que citoyen, de baisser de 20 km/h la vitesse sur l'autoroute, bah, laissons cramer la terre. Car c'est quand même pas des concessions qui sont folles, et c'est la somme de ces concessions qui permettra peut-être de s'en sortir. Merci David Cormand. Merci David Cormand, merci Bastien Cochet. 20h47 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Où en est l'Union européenne? Depuis près de 70 ans, la carte de la construction européenne a énormément évolué. Les 6 pays fondateurs ont été rejoints par les 22 États membres et 508 millions de citoyens européens qui composent aujourd'hui l'Union européenne. Mélodie Sforza, vous nous expliquez où en est donc cette construction européenne aujourd'hui? Née de la proposition de mise en commun des ressources de charbon et d'acier par Jean Monnet et Robert Schuman, la communauté européenne du charbon et de l'acier est le précurseur de la construction européenne. Elle a pour objectif de créer une solidarité de fait entre les Européens pour éviter une nouvelle guerre. 6 pays du continent signent donc le traité en avril 1951, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et les années 90 marquent le tournant de la construction européenne avec le traité de Maastricht et l'euro comme monnaie unique. Le traité de Maastricht donne naissance à l'Union européenne et donne une nouvelle dimension politique au projet européen. Ce traité institue également la citoyenneté européenne et pose les bases d'une politique extérieure commune. Et le 1er janvier 1999, 11 des 15 États forment la zone euro, avec la mise en circulation en 2002 des pièces et des billets en euros. Et finalement, depuis les années 2010, la construction européenne a peu évolué. Loin des grandes avancées du début de la construction européenne, les années 2010 stagnent. En 2013, la Croatie devient le 28e pays de l'Union européenne, mais le grand changement, c'est surtout le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. La construction se poursuit alors avec les 27 États membres restants. Pour la suite, 5 pays sont officiellement candidats pour devenir membres de l'Union européenne: l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie. Et la Commission européenne a déclaré envisager l'adhésion de la Serbie à l'horizon 2025-2030. Merci Mélodie Sforza.
Pour aider les États membres à surmonter la crise, l'Union européenne prévoit d'ailleurs un plan de relance de 500 milliards d'euros. Là où le gouvernement désire une Europe plus soudée, certains demandent à se focaliser sur les intérêts nationaux. Axel Rebaud. David Corman, le gouvernement aujourd'hui aussi entre ses positions européistes et souverainistes, est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans la collaboration européenne ? Alors, ça c'est une question, c'est une vaste question. Il faut aller plus loin dans la souveraineté européenne. Le problème politique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un vide de souveraineté. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Union européenne, ce n'est pas les députés qui ont le dernier mot, en réalité. C'est pourtant ceux et celles qui sont élus pour ça, pour s'occuper de l'Europe. C'est ce qu'on appelle le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État, les États-nations. Aujourd'hui, le problème de l'Union européenne, c'est qu'il y a c'est toujours une souveraineté d'États-nations qui décide et qui doit se mettre d'accord sur le plus petit dénominateur commun au niveau européen. Donc il y a un vide de souveraineté. Donc en fait, ce dont on a besoin, à mon avis, c'est un saut fédéral pour qu'il y ait une réelle souveraineté populaire au niveau des représentants du peuple européen, au niveau du Parlement européen. Donc ça, c'est... Vous, David Corman, aujourd'hui, vous êtes pour une Europe fédérale ? Oui, mais c'est un des fondamentaux des Verts depuis longtemps. Vous savez, l'Union européenne, comme la France d'ailleurs, c'est une démocratie inachevée. Vous en avez rappelé l'histoire, elle s'est faite petit à petit. Et là, on arrive dans une forme d'impasse. C'est-à-dire que soit il y a ce saut fédéral où l'Union, les députés, le Parlement européen décident à la fois de la fiscalité européenne, du budget européen, sans l'intervention des États, soit on va être dans un entre-deux qui rend les choses illisibles. Aujourd'hui, pour parler de ce fonds de relance, justement, l'Union européenne elle a permis donc de débloquer ce fonds de 500 milliards d'euros sur 5 ans. Pardon ? C'est pas encore fait. C'est la proposition des Allemands et des Français. Pour l'instant, c'est toutefois bien inférieur à ce qui serait nécessaire pour relancer l'économie européenne, selon des personnes comme Thierry Breton notamment, qui est commissaire européen, qui lui espérait 1500 milliards d'euros. Est-ce que l'Union européenne elle est juste devenue une planche à billets pour les États membres, David Corman ? Non, le problème c'est qu'elle ne l'est pas. C'est même pas une planche à billets. Parce que la planche à billets, elle fonctionne avec la Banque centrale européenne, si elle devait fonctionner. Or, la Banque centrale européenne, ça c'est un autre problème de l'Union, c'est qu'elle est, entre guillemets, indépendante. C'est-à-dire que le pouvoir politique ne peut pas commander la politique monétaire de l'Union, en tout cas de l'euro. Ce qui est une anomalie. Les Chinois, les Américains, ils ont quand même la main sur leur banque centrale. Et c'est évidemment utile. Dans des moments de crise, ça vous permet, si vous voulez, par exemple, de faire marcher ce qu'on appelle la planche à billets. Ça vous permet de faire des prêts directs de la Banque centrale aux États. Donc, vous nous dites que l'Union européenne, il y a un problème avec elle dans la manière dont elle est construite. Or, le seul moyen de changer l'Union européenne, c'est d'avoir l'unanimité lors d'un vote. Et ce n'est pas vraiment possible. Donc, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On est déjà dans une impasse. Non, c'est qu'en fait, quand il y a des moments de crise, il y a des momentum politiques qui fait que vous débloquez les choses. Vous voyez, vous me parliez du plan d'action, du plan de relance de 500 milliards de subventions. C'est une proposition française et allemande. Les Allemands, jusqu'à maintenant, ils refusaient la mutualisation de la dette. Ils disaient, on peut faire de la dette, mais chaque pays est responsable du remboursement de cette dette à la hauteur de ce qu'il a touché. Là, c'est la première fois dans l'histoire de l'Union où la proposition portée par l'Allemagne, qui avait toujours été contre, parce qu'ils ont une vision financière, budgétaire assez orthodoxe, ils ont accepté de le faire. Justement, David Corman, est-ce que vous craignez que cette coopération, elle cesse dès l'instant qu'Angela Merkel elle quitte le pouvoir en 2021 ? Oui, mais c'est la vie. Il faut avancer. On ne peut pas être toujours pessimiste. C'est-à-dire que là, la réalité, c'est qu'il y a, et non seulement c'est nouveau pour l'Allemagne, mais c'est soutenu par les citoyens allemands. Donc même quand Angela Merkel va partir, vu que c'est soutenu par les citoyens allemands, il y aura au contraire une volonté. Vous m'interrogez là-dessus, vous savez, vous avez entendu peut-être que la Cour de justice de Karlsruhe, c'est l'équivalent du Conseil constitutionnel français, le président de la Cour de Karlsruhe s'était opposé justement à ces politiques-là. Et là, il va partir à la retraite, et la personne qui va le remplacer a déjà annoncé qu'elle serait moins anti-européenne. Donc les choses, elles bougent. Il faut voir les choses en mouvement, il ne faut pas les voir de façon figée. Ce plan de relance, David Corman, c'est vu comme une grande avancée pour les européistes. Pour la remettre en perspective, le budget de l'Union européenne va donc passer pendant 5 ans de 1% du PIB de l'Union européenne à 1,5% du PIB de l'Union. Est-ce qu'on n'est pas, David Corman, en train d'agiter ce plan de relance comme une grande avancée, alors qu'en fait, l'Union, elle est pratiquement au point mort ? Non, l'Union, elle n'est pas pratiquement au point mort, comme j'ai expliqué pourquoi. Après, vous avez raison, le volume est insuffisant.
le volume, il est insuffisant. Nous, les Verts, on évalue plutôt à 5 000 milliards la nécessité pour à la fois répondre à la crise. Pourquoi est-ce qu'on persiste dans des demi-mesures comme ça? Le Parlement, il a dit 2 000 milliards. Les États, parce que c'est ça le problème. Le problème de l'Europe, ce n'est pas l'instance européenne, c'est les États-nations. Les États disent 500 millions, certains États disent c'est déjà trop. Donc là, vous allez avoir un rapport de force et une négociation qui va permettre de bouger les choses, notamment, et je réponds directement à votre question, sur le fait qu'on appelle les ressources propres. Parce que vous parlez du budget européen. Vous avez raison de dire, il est de 1,1, 1,3, 1,2% du PIB. Là, vous dites qu'il passe à 1,5, mais avec un PIB qui se casse la figure. Donc en valeur absolue, en fait, ça stagne. Le budget fédéral américain, qui n'est pas un pays bolchevique, il est entre 20 et 23% du PIB. En Europe, c'est que 1 à 1,3%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème de l'Union, c'est qu'on est un géant économique, mais on est un nain budgétaire et un nain fiscal. Et donc ça, il faut le bouger. Votre parti, très rapidement, David Corman, il s'appelle donc Europe Écologie Les Verts. Pourquoi est-ce que cette association, vous voulez la maintenir à tout prix, David Corman? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas commencer seul chez nous en France, puisque les lobbies européens, parfois, nous empêchent de faire de vraies avancées? Ah non, mais attendez, les lobbies, ils ne sont pas européens. Les lobbies, ils sont aussi nationaux. Vous croyez qu'il n'y a pas de lobby au niveau de l'Assemblée nationale? En fait, on a toujours l'illusion de penser que les lobbies, ça serait le monopole de l'Union européenne. D'ailleurs, je souligne au passage que si l'Union avait tellement aucun pouvoir, les lobbies, ils n'iraient pas. S'il y a des lobbies qui s'intéressent à l'Union, c'est bien que l'Union a du pouvoir. Donc il faut aussi le voir de ce côté-là. Non, Europe Écologie, c'est vraiment la vision qu'ont les écologistes de comment doivent s'organiser les choses. Merci, David on a Corman. ce rapport au fédéralisme européen. Merci David Corman, merci Axel Rebaud. 20h56 sur Fréquence ESJ, It's and Talk, 20h l'invité, c'est bientôt terminé. Et pour les quelques minutes qui nous restent, on fait un dernier point sur l'actualité à venir cette semaine. C'est l'agenda politique avec Théo Grévin. Et c'est demain que le professeur Raoult sera auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le Covid-19. Oui, le très controversé professeur Raoult, directeur de l'Institut en maladies infectieuses de Marseille, sera entendu demain. Au fil de la crise sanitaire, l'infectiologue marseillais, qui a mis au point un traitement controversé contre le Covid-19, est devenu une icône. Alors, David Corman, la chloroquine aura fait l'objet de beaucoup de débats pendant 3 mois. Est-ce que, avec un peu de recul, vous trouvez qu'on s'est emballé, si je puis dire, avec ce médicament, ou au contraire que c'était un débat utile? Il y a 2 sujets dans votre question. Il y a la question de la chloroquine. Moi, je n'ai pas d'avis sur la chloroquine. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, donc en fait, je ne peux pas répondre à ça. Par contre, il y a une autre partie de la question sur la question Raoult, sur qu'est-ce que ça dit de notre société, la fascination qu'a entraîné le professeur Raoult dans un moment de fébrilité et de fragilité de notre société. Et ça, moi, ça m'interroge. On parlait de Jean-Marie Bigard au début de notre émission. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire du goût, de personnalité qui se disent représentantes du peuple. Et en fait, les gens, ils ont eu un avis sur professeur Raoult sans savoir si la chloroquine, c'était bien ou pas. On ne le sait toujours pas. Et donc ça m'interroge au niveau démocratique. Et jeudi, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi à la fin mai sera dévoilé. Oui, le Covid-19 accentuera encore certainement son impact sur l'emploi. Le chômage en catégorie A a connu une hausse majeure de 22% en avril. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France enregistré en avril sa plus forte hausse, 22,6%, soit 843 000 demandeurs d'emploi en plus par rapport à mars. Sur les 3 derniers mois, 1 65 000 chômeurs demandeurs d'emploi supplémentaires ont été enregistrés. David Corman, les plans sociaux se multiplient en France. Renault, Air France, Nokia. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, expliquait ce matin que le gouvernement devait refuser ces suppressions d'emplois. Est-ce que vous êtes de cet avis et surtout, est-ce que c'est possible? Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'il faut bloquer les licenciements dans la période où on est. Et donc, l'État a dépensé beaucoup d'argent, des milliards, pour aider les entreprises avec le chômage partiel. Et donc, il est scandaleux qu'il y ait ces effets d'aubaine, au fond, où, à l'occasion de la crise, ces entreprises qui ont été aidées en profitent, entre guillemets, pour avoir recours à des licenciements. Donc, non, il faut protéger les salariés. Merci, David Corman. Merci, David Corman. Ah, allez-y. Non, j'ai dû faire vite pour répondre, mais problème. Effectivement, merci beaucoup, David Corman. Merci, Théo Grévin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, David Corman, d'avoir répondu à nos questions.
Je rappelle que vous êtes eurodéputé et coprésident de la délégation Europe Écologie Les Verts au Parlement européen. C'était la dernière émission de 20h l'invité cette saison. J'aimerais remercier toute l'équipe politique de Fréquence ESJ d'avoir fait vivre 20h l'invité cette année. Hugo Franceschi, Thomas Lavigne, Angèle Louis, Mathilde Couvillère-Flornoy, Yanis Mehdi, Marc Brandliard, Axel Savoie, Paula Monessi-Andréani, Mélodie Sforza, Axel Rebaud, Florian Michelin, Théo Grévin et Bastien Cochet. Un grand merci d'ailleurs à Théo et Bastien qui organisent ensemble cette émission. Et un grand merci aussi évidemment à Benjamin Poulain, le directeur de la radio, pour nous permettre de faire ces émissions, de les avoir continuées même pendant le confinement, de nous faire confiance et de nous donner aussi beaucoup de coups de main quand on en a besoin. C'était un plaisir de faire cette émission avec toute cette équipe. Merci aussi à tous nos invités d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette année. Ne vous inquiétez pas, 20h l'invité reprendra bien sûr la saison prochaine à partir d'octobre. En attendant, la saison n'est pas encore tout à fait terminée. Ne manquez pas demain la dernière de Storytelling, votre émission de divertissement. Bastien Cochet et toute l'équipe reçoivent le DJ Fakir pour la sortie de son nouvel album, à suivre de 20h à 21h en live sur Facebook. Mais attention, l'émission continue jusqu'à 21h30 pour fêter comme il se doit cette dernière émission. Et puis, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ne manquez pas dimanche soir notre grande soirée électorale sur Fréquence ESJ. On suit ce deuxième tour avec vous en direct et à partir de 18h. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. 21h01 sur Fréquence ESJ. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.